Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV Le Mag. Vous le savez, on est ensemble pendant une demi-heure, 30 minutes pour faire le point sur la scolarité de vos enfants. Un nouveau numéro du Mag, cette fois-ci consacré au SIDAction. Voici sans plus tarder le sommaire. 3 jours pour informer, sensibiliser, collecter. Le SIDAction, c'est jusqu'à ce dimanche. Où en est la recherche concernant le VIH-Sida? Mathilde Wessels sort sa loupe dans un instant. Le Covid a freiné la recherche concernant le VIH-Sida. Autre conséquence, la désinformation en raison de cette crise sanitaire. Quelle prévention aujourd'hui? Comment sensibiliser, toucher les jeunes? Y a-t-il une forme de banalisation de la maladie? Vous le verrez là aussi dans un instant. Enfin, quelle vie pour les séropositifs? La réponse, je vous la donne tout de suite. Une vie tout à fait normale grâce aux traitements rétroviraux. Quel espoir pour un vaccin? Un vaccin enfin, oui ou non? Et puis les progrès entrevus avec l'ARN messager sont-ils prometteurs? Là aussi, on se pose toutes ces questions avec nos invités en Skype. Tout d'abord avec Florence Thune. Un grand merci. Merci beaucoup d'être avec nous et d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes, je le rappelle, directrice générale du SIDAction, et Karine Sabourdi. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeur de SVT, Sciences de la vie et de la Terre, je le rappelle, dans une école hors contrat qui se trouve à Paris, dans le 16e arrondissement de la capitale. C'est parti pour la loupe. Salut Mathilde. Bonjour Patrice, bonjour à tous. Alors, petite remontée dans le temps. Avec vous, Mathilde, vous allez nous expliquer les origines du SIDAction. Oui, on va revenir un peu sur l'historique, évidemment. Le SIDAction voit le jour le 17 février 1994, grâce à l'Association des artistes contre le sida, ACT UP Paris, Aide Fédération, Arcade Sida et un groupe également de chercheurs. Alors à l'époque, ça ne s'appelait pas le SIDAction, mais Ensemble contre le sida, dont le but était donc de sensibiliser la population et de faire de la prévention à grande échelle. Et puis le 7 avril 1994, soit 2 mois seulement après sa création, Ensemble contre le sida se transforme avec l'événement SIDAction qui apparaît pour la première fois à la télé française. Les grandes chaînes proposent donc un programme unique et à l'époque, Patrice, cet événement connaît un succès absolument incroyable. Plus de 23 millions de téléspectateurs et puis 45 millions d'euros surtout qui sont collectés. Il faudra donc attendre 2005 pour qu'Ensemble contre le sida devienne définitivement le SIDAction, car ce dernier était utilisé uniquement pour l'événement de la collecte de fonds. Et la même année, d'ailleurs, en 2005, le sida est déclaré grande cause, un partenariat né alors entre le SIDAction et le ministère de l'Éducation nationale. Et beaucoup de personnalités, du coup, rejoignent ce combat. Mais oui, c'est vrai, quand on parle de SIDAction, évidemment, on pense tout de suite à Lynn Renaud, qui dès 1994 s'engage pour faire connaître la maladie au public et ainsi prévenir. Elle est d'ailleurs aux côtés d'Elizabeth Taylor, qui est la marraine du SIDAction. Pierre Berger devient ensuite président d'Ensemble contre le sida, ça c'est en 96. Et puis aujourd'hui, énormément de personnalités venues de la chanson, on pense à Pascal Obispo, ou de la haute couture, comme Jean-Paul Gaultier, qui a d'ailleurs confié avoir perdu son compagnon du sida il y a quelques années. Ils se joignent tous donc au SIDAction lors d'événements publics ou médiatiques. En termes de prévention, comment ça se passe à l'école? Alors déjà, ça commence à partir de la classe de 3e, puis ensuite dans les lycées. La prévention passe par les enseignements, comme les cours de SVT, on en parlera avec vous évidemment, l'éducation à la sexualité et puis les actions éducatives complémentaires de l'action pédagogique. Ensuite, vous avez le site également du SIDAction, le document 10 questions sur le VIH-Sida, dont le but est de combattre les idées fausses sur le sida. Et Dieu sait qu'il y en a. C'est un document destiné aux lycéens. Ça comporte des réponses autour de 10 grandes questions, comme par exemple comment attraper le sida, comment peut-on l'attraper, ou encore comment se protéger. Il y a aussi le livre des infections sexuellement transmissibles qui fait le point sur les IST. Le VIH en chiffres, ça donne quoi? Eh bien 38 millions, c'est le nombre de personnes dans le monde qui sont infectées par le VIH. 14% de nouvelles découvertes de séropositivité VIH concernent les jeunes de moins de 25 ans. Et puis alors le taux de découverte, figurez-vous, le plus élevé en France métropolitaine, c'est en Île-de-France. C'est là où il y a le plus de gens qui découvrent leur séropositivité. Alors parmi les personnes qui découvrent être infectées par le VIH, 69% d'entre elles sont des hommes en 2020. 43% sont des hommes ayant des rapports avec des hommes. Concernant les femmes, elles représentent 30% en 2020 et les personnes trans, 1%. Et alors concernant, ça c'est intéressant, les principaux modes de contamination, contrairement aux idées reçues qui voudraient que le sida touche plus les homosexuels, eh bien 53% concernent des rapports hétérosexuels et 42% des rapports sexuels entre hommes. Donc voilà, il y a plus de transmission chez les
chez les hétérosexuels. Alors il faut savoir que la crise sanitaire a joué un rôle important car en France, nous avons enregistré une baisse de 14% de dépistage, ce qui engendre évidemment un énorme retard, mais ça on en parlera j'imagine tout à l'heure, dans la mise sous traitement des personnes et fait courir un risque pour leur santé. Puis dernière chose importante, j'aimerais insister, le SIDAction est financé à 84% par des fonds privés, ce qui a pour conséquence évidemment de leur apporter une indépendance politique et financière, ce qui n'est pas négligeable. Vous pouvez évidemment, on va en reparler, mais faire un don sur le site sidaction.org par SMS au 92 110 et puis vous avez le numéro 110 pour effectuer des promesses de dons. Expression orale. L'expression orale, je vous le disais avec Karine Sebourdi, qui est professeure de sciences de la vie et de la terre dans un établissement parisien, et avec Florence Thune, qui est directrice générale du SIDAction. Florence Thune, j'aimerais pour commencer cette émission, tout d'abord, jeter un petit coup d'œil à votre dernier spot, le spot 2022, qui est véritablement une réussite. Par amour, on a construit des palais, on a érigé des édifices. Par amour, on a enfreint des lois, parcouru des distances, patienté des siècles. Par amour, on a donné de la voix, on a donné la vie, on a donné sa vie. Par amour, on a fait des choses extraordinaires, des choses folles et des choses inconscientes. Oui, par amour, on a pu oublier que le VIH pouvait tous nous toucher. Mais par amour, on peut le faire disparaître. Faites un don au 110 ou sur sidaction.org. SIDAction, toujours là contre le sida. Florence Thune, plus que jamais en 2022, on a besoin d'amour. Oui, on a besoin de beaucoup d'amour. Vous savez, dans la lutte contre le sida, on a aussi été porté parfois par la colère, parce que c'est ce qui faisait aussi bouger les choses. Et cette année, on se dit aussi que combattre le VIH par amour aussi, parce que les militants de la lutte contre le sida aussi sont aussi très mobilisés pour les personnes qu'elles accompagnent. Et il y a de la colère parfois, et il y a aussi de l'amour. Et on a voulu reparler de l'amour, c'était important. On n'est pas encore sorti totalement de cette période Covid, ça fait un petit peu plus de 2 ans et demi. Une chose est sûre, ça a ralenti la recherche concernant le VIH-Sida. Oui, alors en tout cas surtout en 2020 où comme partout les laboratoires étaient fermés ou consacrés plutôt à la question de la Covid. Des chercheurs des infectiologues qui étaient plutôt sur la question du virus du VIH ont basculé pendant un temps sur la Covid. Donc des recherches ont été ralenties, on va dire, et ça a repris progressivement à partir de 2021. Avec les dons en 2021, vous avez pu faire combien d'actions ? Alors, effectivement, tout au long de 2021, on a pu à la fois financer plus de 80 projets de recherche qui sont portés par des équipes ou par des jeunes chercheurs. Et puis par ailleurs, on finance également des associations de lutte contre le sida qui, sur le terrain, donc là une soixantaine en France et une trentaine à l'international, donc des associations qui mènent des actions de prévention au plus proche des populations parfois très exclues des soins, et par ailleurs qui accompagnent les personnes vivant avec le VIH parmi les plus précaires. On n'a pas de l'impact du Covid, de la crise sanitaire sur la recherche, mais l'autre impact, c'est peut-être la désinformation. En 2022, 69% des jeunes s'estiment bien informés sur la question du VIH-Sida, alors que 2 ans auparavant, ils étaient 74%. C'est une chute de 5 points, c'est énorme. Oui, c'est énorme. Déjà, avant la crise sanitaire, on était un petit peu inquiet de l'évolution de certains indicateurs dans ce sondage qu'on fait effectivement sur une base annuelle. Mais depuis la crise Covid, depuis ces 2 dernières années, on a vraiment à la fois une chute du nombre de jeunes qui se sentent effectivement bien informés, et puis on assiste aussi à une remontée du pourcentage de jeunes qui ne sont pas très bien informés sur le VIH, ou en tout cas qui ont des fausses idées sur les modes de transmission notamment. Moins d'un jeune interrogé sur 2 ignore où se faire dépister aujourd'hui, c'est ça la réalité ? Oui, en tout cas, c'est effectivement ce que nous dit ce sondage. Et c'est d'autant plus inquiétant qu'on sait qu'aujourd'hui, et notamment encore plus après ces 2 années de crise sanitaire, on sait que l'accès au dépistage est vraiment un enjeu essentiel pour mettre fin un jour à l'épidémie de VIH. Le dépistage, il peut se faire simplement aujourd'hui ? Oui, il peut se faire très simplement parce que, notamment depuis le mois de janvier 2022, une mesure a été prise pour qu'on puisse aller n'importe où, dans n'importe quel laboratoire, sans ordonnance, pour faire un dépistage. Donc on sait qu'aujourd'hui, on a plein de moyens d'avoir accès à un dépistage, que ce soit en allant acheter un autotest à la pharmacie, en allant voir son médecin pour une prescription, ou en allant dans un centre de dépistage, en allant des centres du planning familial aussi proposent du dépistage,
ou notamment donc dans les laboratoires sans ordonnance. Donc on a une vraie palette, encore faut-il être informé effectivement de ces lieux. Vous avez le sentiment qu'il y a une banalisation de la maladie aujourd'hui ? Oui, on a malheureusement une banalisation de cette maladie, en tout cas de la question du VIH, parce qu'on entend peu parler. Et autant on voudrait, nous, faire en sorte que finalement l'accès au dépistage soit banal, qu'on puisse se dire on peut faire un test de dépistage à n'importe quel âge. Mais effectivement, on ne veut pas que le VIH se banalise parce qu'il est toujours là, parce qu'on découvre encore un nombre trop important de séropositivités aujourd'hui et chaque année. Et ça, ce nombre d'infections par an, il doit à tout prix baisser, et chez les jeunes et chez les moins jeunes. Question de Mathilde Vessels. Oui, effectivement, on parlait de dépistage et le fait que les jeunes aujourd'hui pensent que ça se soigne avec la trithérapie. Alors, la trithérapie, c'est très bien, mais effectivement, aujourd'hui, j'ai l'impression autour de moi, des gens qui ont 20, 25, voire même 30 ans pensent que ça se soigne parce qu'ils gagnent des années de vie et qu'effectivement, c'est très important, mais la trithérapie, on est d'accord, ne soigne pas du sida. C'est important de le rappeler. Non. Alors, pour juste refaire un petit rappel, une petite différence, la trithérapie, elle permet effectivement de contrôler le VIH, donc il reste sous cloche, il ne va pas se démultiplier et il évite justement d'atteindre ce stade sida, qui est effectivement ce stade où les personnes sont malades si elles ne prennent pas de trithérapie. Donc effectivement, les trithérapies permettent de contrôler le VIH, de ne pas tomber malade, et ça c'est effectivement ce qui est important. Karine Sabourdi, vous êtes professeure de sciences de la vie et de la terre dans un établissement parisien dans le 16e arrondissement de la capitale. Moi, je suis de cette génération, je suis né fin des années 70, j'ai 43 ans. Effectivement, quand j'avais 15-16 ans, j'ai l'impression que la prévention, les messages étaient martelés, qu'ils étaient véritablement partout et qu'il y avait cette peur de contracter le VIH-Sida. Quelle est la réalité aujourd'hui chez vos élèves ? La peur, elle existe toujours. D'accord. Même chez mes élèves donc, à IPCOM et dans les autres établissements, je pense aussi. Mais je pense qu'elle est moins forte aussi. Parce que justement, on sait qu'il y a une partie des médicaments, on entend des témoignages de personnes séropositives au VIH et qui ont une vie normale. Et du coup, c'est l'élément qui contribue à dire même si j'ai ce virus, je peux vivre normalement, donc du coup, c'est pas si grave que ça. Il y a des traitements qui marchent très bien, Florence Thune, et vous en êtes la preuve vivante. Mais justement, est-ce que ce message qui est important de rappeler, important de marteler, peut-être faire baisser la garde à certains jeunes ? Alors, c'est un message qui reste important à faire passer, parce que ce qu'on entend aussi des jeunes, c'est qu'ils nous disent encore si j'apprends que je suis infectée par le VIH, demain je me suicide. Donc, ils ont une vision encore très mortifère de la question du VIH. Alors, c'est effectivement important de savoir qu'aujourd'hui, grâce à ce traitement, on peut mener une vie normale. En revanche, c'est ce qui peut éloigner, la peur, elle peut aussi éloigner du dépistage. Et on veut aujourd'hui que les jeunes se disent ok, aujourd'hui, apprendre sa séropositivité, c'est pas une bonne nouvelle. De toute façon, avoir des traitements tout au long de sa vie, c'est pas une bonne nouvelle. Mais en revanche, je vais continuer à vivre malgré tout. Donc, c'est effectivement difficile à la fois de passer des messages qui sont positifs, parce que c'est important à la fois de donner espoir et aussi de lutter contre les discriminations. Ça, c'est effectivement important. Et puis, tout en continuant à se dire qu'aujourd'hui, c'est important de se protéger, parce qu'être contaminé par le VIH à 18 ou à 50 ans, ça vaut pas le coup. Florence, 14% des découvertes de séropositivité en France concernent les moins de 25 ans. 14% les moins de 25 ans. Est-ce qu'il est plus dur aujourd'hui de sensibiliser les jeunes ? Alors, je pense que c'est plus compliqué aujourd'hui, effectivement, de les sensibiliser. Comme le disait votre invité, effectivement, ils se sentent peut-être moins concernés ou se disent que finalement, c'est pas si grave que ça. Et puis aussi, je crois que les réseaux sociaux ou Internet jouent aussi parfois en notre défaveur, parce qu'on y trouve aussi beaucoup d'idées complotistes, des fake news, et ce n'est pas toujours aussi évident de lutter contre tout ce qui peut traîner, entre guillemets, comme idées fausses sur Internet. Karine Sabourdi, comment vous luttez, vous, contre la désinformation à votre niveau, dans votre établissement ? Et est-ce que c'est conséquent ? Alors déjà, on a dans le programme, que ce soit partie procréation, partie immunologie, à parler de ce virus. D'accord. À parler aussi du dépistage qui est extrêmement important et aussi, j'allais dire, de déculpabiliser ce dépistage. Après,
après un comportement qu'on va qualifier dans les livres un comportement à risque. À risque, ouais. Voilà. Et du coup, de dire que faut justement, après ce comportement à risque, avoir un élément de raisonnement, etc. Et aller se faire dépister. Et comme Madame l'a dit, c'est de plus en plus facile aujourd'hui, donc il ne faut pas hésiter. Et c'est ça le premier message qu'on martèle. Le deuxième message, que ce soit pour toutes les IST aussi, c'est d'utiliser un préservatif. Et alors là, par contre, c'est vrai que comme certaines IST entraînent la stérilité, et de leur dire de les éviter d'utiliser un préservatif, parfois cet élément stérilité marche mieux pour l'utilisation du préservatif que se dire je vais contracter le VIH. Mais les deux sont vraiment martelés et sont vraiment très importants. Florence Thune, vous avez des parrains prestigieux. Effectivement, Mathilde Wessels l'a rappelé. On pense bien évidemment à chaque fois à Aline Renaud et Jean-Paul Gaultier qui décidément sont de toutes les éditions. Bon nombre d'artistes. Cette année, vous avez de nouveau fait appel au chanteur Bilal Hassani, très influent. Il sera d'ailleurs ce samedi soir sur scène. Bien sûr, pour cette soirée exceptionnelle, ce sera retransmis sur France 2. Le rendez-vous est pris, ce sera à 21h10. Il faut toucher justement, comme cela, des jeunes très influents sur les réseaux sociaux et qui ont une communauté fidèle pour faire passer ces messages et les marteler encore et toujours. Oui, tout à fait. C'est effectivement le souhait qu'on a en conviant plusieurs personnalités de tous les âges, et notamment comme Bilal Hassani, parce qu'on sait que leur message porte auprès d'un certain nombre de jeunes, qu'ils utilisent aussi les codes utilisés sur les réseaux sociaux. Et on sait aussi que Bilal Hassani aussi parle de VIH, mais aussi parle de sexualité, de toutes les sexualités. Et parler de VIH, c'est aussi parler de sexualité. Et c'est aussi un sujet tabou qui demeure parfois aussi à l'école. Et c'est vraiment important aussi de se dire que quand on parle de sexualité, par exemple, on parle de consentement, de première fois, et tous ces éléments permettent ensuite d'aborder plus sereinement la question du VIH et de la prévention. Est-ce qu'il y a de plus en plus d'influenceurs qui jouent le jeu, si je puis dire? J'ai vu qu'il y avait aussi les gamers qui allaient participer à la collecte en faveur du SIDAction cette année. Oui, tout à fait. On a la deuxième édition du Gaming for SIDAction, avec là aussi des gamers qui finalement à la fois mobilisent leur propre communauté pour collecter des dons, mais aussi pour sensibiliser. Et on voit aussi qu'à ce moment-là, il n'y a pas que des jeunes d'ailleurs, ça nous permet aussi de sensibiliser un plus grand nombre de personnes. Mathilde Wessels. Oui, quels sont les retours que vous avez, si vous en avez, de jeunes peut-être, si vous allez dans les établissements? Je ne sais pas trop comment ça se passe pour le SIDAction, dans les collèges et lycées. Est-ce qu'il y a des jeunes qui viennent à vous, qui vous demandent des conseils? Alors, nous, on n'agit pas directement sur le terrain, puisqu'on finance des associations qui elles, agissent sur le terrain. Malgré tout, j'ai l'occasion parfois d'intervenir auprès de jeunes. Et effectivement, on a un petit peu cette ambivalence autour de la question du VIH, entre peur et de se dire on est concerné, mais en même temps, on ne se sent pas concerné tout à fait, mais en tout cas, on continue à avoir peur du VIH. Et on sent aussi que ces jeunes sont aussi preneurs de nombreuses informations, de messages de sensibilisation. Quand je dis par exemple qu'une personne aujourd'hui qui est sous traitement ne transmet pas le VIH, ne peut pas transmettre le VIH, y compris en ayant des rapports sexuels sans préservatif, c'est-à-dire que les traitements aujourd'hui permettent d'empêcher la transmission, c'est aussi une nouvelle aussi importante, parce qu'aussi quand je parle à ces jeunes, je me dis que parmi ces jeunes, peut-être qu'il y en a qui sont séropositifs et qui n'osent pas le dire, et qui se demandent s'ils vont pouvoir avoir des enfants, avoir des relations sexuelles normales. Et là, je passe aussi ces messages, c'est important. Et c'est aussi pour ça que parfois on a le sentiment qu'ils ont peur d'aller se faire dépister? Oui, parce qu'en fait, ce qu'on voit, ce qui reste très fort, c'est la question de la peur parfois des personnes séropositives. On dit qu'on doit avoir peur finalement du VIH, mais pas des personnes séropositives. Dans le sondage qu'on fait chaque année, par exemple, les jeunes nous disent qu'ils ont confiance dans le préservatif, à 99%. En revanche, quand on pose la question sur la question des relations sexuelles protégées avec une personne séropositive, il y a plus de 30% nous disent qu'il y a un risque de transmission quand on a une relation sexuelle protégée avec une personne séropositive. Donc vraiment, on doit combattre en même temps les fausses idées et les questions de discrimination face aux personnes séropositives. Karine Sabourdi, quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent justement quand vous faites cours et que vous abordez la question du VIH-Sida?
Alors d'abord, c'est les éléments de mode de transmission, ça c'est sûr. Je voudrais rebondir sur ce que Madame Florence Thune, ouais. Oui, c'est ce qui dit Florence Thune, parce que là où effectivement c'est sur le fait de la sexualité qui est aussi un peu abordé dans les programmes sous certains éléments, certaines théories en SVT qu'on appelait la théorie du genre, qui ont fait beaucoup parler. Voilà. Et là, c'est vrai que on a des questions sur l'homosexualité. On a effectivement des questions. Est-ce que si une personne est séropositive, d'accord, elle a une vie normale, mais comment elle peut avoir un enfant ? Parce que dans la vie normale, il y a quand même aussi cette idée d'enfant et de transmission. Il faut rappeler d'ailleurs que quand on est séropositif, on peut avoir un enfant. Voilà. Ouais. Ça, c'est j'allais dire un cliché qu'on combat. L'autre cliché qu'on combat, c'est que ce n'est plus une maladie d'homosexuel comme ça l'a été au début. C'est vrai. On a on a aussi des éléments de prévention sur la mise en place d'un préservatif pour qu'il soit bien mis. D'accord. Donc on a cet élément-là avec... Et vous avez le sentiment aujourd'hui qu'on peut encore faire plus ou à l'école ou que l'école remplit sa mission? Je pense que l'école remplit sa mission, mais vous aurez quand même des élèves en face de vous qui sont tellement dans la persuasion de leurs idées, même fausses, même etc., que ça va être dur, très dur de combattre les clichés et les éléments et les discriminations. On parle des plus jeunes, Florence Thune, mais j'imagine que ces clichés ont la dent dure, si je puis dire, également chez certains adultes encore aujourd'hui? Oui, tout à fait. On avait fait notre sondage annuel auprès des jeunes, on l'avait également fait auprès des plus âgés. Il y a quelques années, on avait eu exactement les mêmes résultats. Donc effectivement, avec des adultes qui sont restés aussi sur un certain nombre d'a priori. De fait, moi-même, en tant que personne vivant avec le VIH, je vois à quelle difficulté ou à quelle discrimination on peut être confronté, non pas de la part de jeunes, mais de la part d'adultes, qui restent sur ces craintes, sur des idées fausses. Donc malheureusement, la question de la représentation des personnes séropositives et du VIH et du SIDA reste faussée parfois à tous les âges. Mathilde. Oui, on parlait donc des âges, effectivement. Il y a aussi la zone géographique. Moi, j'ai été très étonnée d'apprendre qu'en France métropolitaine, c'était l'Île-de-France qui était la zone la plus touchée. Comment l'expliquer ? Je ne sais pas si vous avez des chiffres sur ça. Alors après, effectivement, on l'explique tout simplement par le fait qu'on a une concentration de population très importante, effectivement. On a aussi... parmi les personnes qui apprennent leur séropositivité chaque année, un certain nombre de personnes d'origine étrangère ou des personnes migrantes qui, pour un certain nombre d'entre elles, vivent vraiment dans des conditions extrêmement précaires et sont parfois exposées, effectivement, parfois à des violences sexuelles. On a, par exemple, un nombre de femmes qui apprennent leur séropositivité et qui viennent, par exemple, d'arriver en France, qui sont parfois dans des logements très précaires, qui sont abrités par un compatriote qui peut avoir des rapports sexuels imposés sans préservatif. Donc voilà, toutes les personnes qui sont en situation de grande précarité, assez éloignées des soins, malheureusement, sont aussi touchées. On a pas mal de personnes dans cette situation-là en Île-de-France. L'info en plus avec Mathilde. Mathilde, pour cette info en plus, vous nous parlez du concours REC, filmé, c'est déjà agir. Oui, et c'est cette année sa 6e édition en partenariat avec 2 influenceuses. Alors je ne les connaissais pas, Amy Elter, je suis déjà trop vieille, pardon. C'est Amy Elter et Justine Marc. Alors c'est un concours en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale. Il est ouvert à tous les jeunes entre 15 et 25 ans qui doivent donc concevoir des vidéos de moins de 3 minutes sur le VIH avec leur téléphone ou une caméra. Des films qui permettent de se questionner autour de cette maladie et de
de faire passer un message. Un jury composé donc de professionnels de la prévention, de la culture et des médias. Il sélectionne donc les 10 meilleures vidéos, puis les internautes ensuite votent pour leur vidéo préférée. Alors qui dit concours dit évidemment cadeau, parmi eux un drone, un smartphone, une tablette, des bons d'achat et bien sûr des préservatifs. Florence Thune, les concours, c'est un des outils, c'est peut-être même le meilleur moyen pour passer des messages? Alors, c'est un des moyens, sachant que ce qu'on a voulu faire avec ce concours, c'est aussi faire en sorte que les jeunes parlent aux jeunes. Parce qu'on sait que dans beaucoup de domaines, quand les personnes parlent entre pairs, voilà, on sait que les messages aussi passent mieux. Donc, on sait qu'à l'horizon du concours, les jeunes travaillent aussi avec leurs professeurs sur les différents sujets liés au VIH. Et eux-mêmes, finalement, sont à même de s'approprier ces différents messages et de les faire passer à d'autres jeunes. Vous avez fait des spots par le passé, on a vu le très beau, l'édition 2022, mais des très beaux par le passé, avec notamment des couples qui font l'amour. Et dans ces spots, dans ces clips, on voit l'apparition du préservatif, ce qu'on ne voit jamais dans les films, ce qu'on ne voit jamais dans les séries, bien évidemment. Le préservatif, cela reste le meilleur moyen de protection? Alors, aujourd'hui, on a 2 moyens de protection très efficaces que sont le préservatif et la PrEP, qui est un traitement préventif, voilà, qui sont maintenant accessibles voilà, assez largement. Ce qu'on continue à dire, c'est que le préservatif reste le moyen le plus facilement accessible. On le trouve dans plein d'endroits différents. Et je voudrais revenir justement à ce sujet-là, ce que disait la dame tout à l'heure, sur les préjugés. C'est-à-dire que quand on intervient parfois auprès de jeunes, on a des jeunes filles qui nous disent « Mais madame, moi je ne pourrais pas dire que j'ai un préservatif dans mon sac parce qu'on va me traiter de… » je ne dirais pas le mot, mais… on voilà, vous a compris, Florence. Voilà. Et alors que chez les garçons, s'ils ont un préservatif, c'est qu'ils sont vus comme responsables. Donc voilà, mais en tout cas, je pense qu'il faut rappeler qu'effectivement, le préservatif, il est accessible dans de nombreux endroits aujourd'hui. Pourquoi on n'a pas de vaccin aujourd'hui ? Alors, on n'a pas de vaccin aujourd'hui, effectivement. Le virus est extrêmement compliqué. On parle, vous savez, de variants pour le coronavirus. Ouais. Pour le VIH, on a des milliers de variants. Donc, finalement, on a du mal à trouver un vaccin qui soit efficace contre tous ces variants. Chez une même personne, on peut avoir plusieurs variants du VIH. Et donc, les chercheurs butent vraiment, littéralement, contre ce virus. Et depuis de nombreuses années, on a un nombre incalculable d'essais vaccinaux en cours, avec beaucoup d'échecs. À chaque fois, les chercheurs apprennent de ces échecs. Mais on n'a effectivement toujours pas de vaccin contre le VIH qui est très résistant. Mais on a beaucoup parlé d'ARN messager, on en parle même tous les jours avec le Covid. Est-ce que c'est une lueur d'espoir, notamment dans la quête d'un vaccin, cet ARN messager? Oui, alors bien sûr, hein, c'est une lueur d'espoir, c'est une de plus. On a appris depuis 40 ans à être très prudent, très patient. On est effectivement ravis que cet essai commence maintenant. On en est vraiment à la première phase, hein, où on va tester juste la tolérance au vaccin. Mais effectivement, c'est une lueur de plus et on attend les résultats pour, je crois, la première phase pour 2023. Est-ce que vous avez le sentiment, dernière question, que les labos jouent véritablement le jeu? Et je pense notamment, on a beaucoup parlé des traitements qui fonctionnent, mais la recherche en ce qui concerne notamment les enfants? Alors là, effectivement, hein, les enfants, on a un vrai problème. Alors moins en France, parce qu'aujourd'hui, grâce au traitement, on a quasiment plus d'enfants qui naissent avec le VIH. En revanche, pour nous, c'est un vrai sujet d'inquiétude, et notamment sur la zone de l'Afrique de l'Ouest où on travaille, où un nombre très peu important finalement d'enfants ont accès à des traitements, mais aussi parce que parfois, quand ils ont accès à ces traitements, ils n'ont pas des formes qui sont adaptées aux enfants. Et là, on doit reconnaître que les laboratoires ne jouent pas le jeu parce qu'ils considèrent que c'est plus vraiment un marché pour eux. Et on fait beaucoup de plaidoyer à SIDAction pour faire en sorte que les enfants partout dans le monde aient accès à des traitements adaptés. Un grand merci à toutes les deux pour vos témoignages. Florence Thune, qui est directrice générale du SIDAction, vous souhaite une excellente soirée. Ce sera donc, je le rappelle, ce samedi soir à 21h10 sur France 2, avec notamment Bilal Hassani et, bon, je ne sais pas, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais Jean-Paul Gaultier, qui doit être pas très loin, à mon avis. Voilà l'image, effectivement, avec cette affiche. Un grand merci à vous, Karine Sabourdi, professeure de SVT dans le 16e arrondissement de la capitale. Et un grand merci à vous, Mathilde. On rappelle notamment, pour faire les dons, le 110. Notamment. Oui, le 110 pour les promesses de dons et puis 92 110 aussi par SMS et sur le site évidemment de sidaction.org. Vous êtes magnifique comme d'habitude et vous êtes parfaite. Passez une excellente journée sur School TV en notre compagnie.